Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau du Village Semences pour notre interview du jour. On va parler agriculture biologique aujourd'hui. Je suis très contente de recevoir Charlotte Glachant. Vous êtes responsable de l'équipe bio à la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Vous dirigez une équipe de 5 personnes et votre travail au quotidien, c'est d'accompagner les agriculteurs de la région qui souhaitent faire une transition de leur exploitation ou s'installer en agriculture biologique. Alors, avant de vous donner la parole, on va faire un petit panorama de cette agriculture biologique en France. Ça représente 8% des surfaces agricoles utiles et en Île-de-France, un petit peu moins, 5%. Alors, c'est une région céréalière, c'est une région où on fait du maraîchage historiquement. Et alors, comment est-ce que ça se passe quand on est un agriculteur en Île-de-France et qu'on a envie de faire passer son exploitation d'une culture conventionnelle à une culture bio? Déjà, pourquoi est-ce qu'on se pose cette question peut-être? Donc bonjour, merci de me recevoir sur ce plateau. Alors effectivement, un agriculteur qui souhaite se convertir à la bio peut avoir différentes raisons, différentes motivations qui souvent lui sont propres. Soit réduire l'usage des produits phytosanitaires déjà pour sa santé, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Peut y avoir aussi des questions qui sont liées au marché, de répondre à un marché qui est en demande, des raisons aussi de reprise d'exploitation par les enfants qui souhaitent soit eux ne pas utiliser produits phytosanitaires, soit l'agriculteur lui-même qui souhaite préparer l'avenir de son exploitation. Donc on peut avoir tout un tas de motivations au passage en bio. Voilà. Et par contre c'est un processus qui demande pas mal de réflexion et d'apprentissage, voilà, pour préparer le passage sereinement en fait. Alors vous, quand vous arrivez avec votre équipe, comment ça se passe? Vous commencez à discuter avec l'agriculteur, à savoir quel est son projet, parce qu'il faut bien comprendre que ça nécessite un projet construit. C'est pas, on fait pas ça un peu comme ça en claquant des doigts. Il faut réfléchir au projet. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un projet qui doit se préparer parce que c'est un changement complet du système de production. On va changer les cultures que l'on produit, on va changer le matériel que l'on utilise, en partie en tout cas, on va le compléter souvent. Voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Il faut vraiment réfléchir la chose. En plus de ça, on a une période, ce qu'on appelle une période de conversion. Donc une période pendant laquelle on va produire en bio, mais on ne pourra pas vendre sur le marché avec le logo. Cette Alors, période dans les systèmes de grande culture, enfin de culture annuelle, c'est une période de 2 ans. Voilà. Et donc, on va produire 2 récoltes en produits de conversion avant de pouvoir vendre en bio. Voilà. Donc économiquement, c'est un passage à franchir. C'est un passage qui est compliqué parce que on a des rendements qui sont plus faibles dans un système bio. Sur les céréales, en général, on a à peu près moitié moins de rendement. Voilà. Et donc, du coup, si on n'a pas le prix en face qui est plus élevé, forcément, on a un manque à gagner par rapport au système conventionnel pendant cette période-là. Et alors, quelles sont les questions que vous posent les agriculteurs? Vous êtes agronome, vous êtes une technicienne, vous connaissez ce terrain-là. Quelles sont les questions auxquelles vous avez à faire face le plus souvent de la part des agriculteurs qui se posent cette question? Alors, souvent, ils ont des inquiétudes qui sont techniques. Forcément, ils se demandent comment ils vont gérer surtout les mauvaises herbes. C'est leur principal sujet en général. Aussi, les problèmes éventuellement de maladies ou de ravageurs. Donc, souvent, c'est les questions voilà, sur lesquelles ils se posent le plus de questions. Donc, on va les accompagner à repenser leur système justement pour pouvoir au mieux gérer ces problèmes-là sans les produits phytosanitaires qui sont interdits en bio. Et effectivement, derrière, ça va vouloir dire investir dans certains matériels de désherbage mécanique, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de construire le système avec eux. Ça va partir des cultures qu'ils font aujourd'hui en conventionnel, de leur type de sol, etc. De pouvoir voir quelles cultures ils vont pouvoir mettre en place en bio et qui vont permettre justement de gérer les problèmes de mauvaises herbes, les problèmes de maladies, de ravageurs, la fertilisation également, puisqu'on n'a pas les mêmes produits non plus sur la fertilisation. Pas d'engrais minéraux. Pas d'engrais minéraux, uniquement des engrais organiques. Voilà. Et donc du coup, ça va impliquer des changements dans la rotation des cultures. On va utiliser certaines cultures qui vont nous permettre d'apporter de l'azote au sol. Vous pouvez nous donner un ou deux exemples peut-être? Les légumineuses par exemple. Donc celle qu'on connaît souvent, c'est le pois.
ou la lentille, voilà, voilà. Mais on a aussi des légumineuses qu'on appelle fourragères qu'on utilise dans nos systèmes, et en particulier la luzerne, qui est une très bonne usine à azote, entre guillemets. C'est-à-dire la plante. La plante, en fait, a la capacité de fixer l'azote qui est dans l'air et de le restituer aux cultures suivantes. Ça constitue un engrais naturel. Voilà, ce qui permet de diminuer les apports d'engrais sur les cultures suivantes. Donc c'est quelque chose sur lequel on repose beaucoup en bio. Voilà, pour limiter les apports extérieurs, surtout dans des systèmes comme on a nous en Île-de-France, c'est-à-dire céréaliers sans élevage et donc avec peu de matière organique à disposition. Alors, est-ce que toutes les exploitations se prêtent à une transition bio ? Est-ce que c'est pertinent pour toutes les exploitations ? Comment est-ce qu'on se pose cette question en fait quand on est agriculteur ? Alors évidemment, suivant l'exploitation qu'on a, le type de sol qu'on a, le système dans lequel on est initialement, ça va être plus ou moins compliqué de passer en bio. Voilà, on va avoir des types de sols qui vont se prêter plus à la bio que d'autres. Après, il y a aussi voilà, toute la structure de l'exploitation, son fonctionnement, le système de production qui va demander plus ou moins d'adaptation pour passer à la bio, plus ou moins d'investissement, plus ou moins de changements dans les techniques. Ça reste une agriculture qui est très technique et donc voilà, il faut être en capacité aussi de mettre les moyens qu'il faut en termes de technique pour réussir. Qu'est-ce que ça veut dire comment est-ce qu'on gère par exemple, parce qu'on a du mal à comprendre en fait de l'extérieur, comment est-ce qu'on gère par exemple les ravageurs en agriculture biologique? On ne peut pas utiliser une certaine gamme de produits phytosanitaires. Comment est-ce qu'on doit réfléchir à ça? Il y a plusieurs techniques ou comment est-ce qu'on fait concrètement? Alors sur tout ce qui est maladies et ravageurs, on travaille beaucoup avec les variétés qui sont résistantes aux maladies, donc c'est vraiment dans le choix variétal qu'on va pouvoir avoir un levier à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir aussi, que ce soit pour les maladies ou les ravageurs, on a une densité par exemple d'épis quand on est dans un champ de blé au mètre carré qui est plus faible qu'en conventionnel, et du coup on a une propagation qui est un peu plus ralentie de ces problématiques-là. Donc on a souvent une pression maladie et ravageur qui est un peu plus faible et qui est aussi liée au fait qu'on a souvent une rotation plus longue. On alterne plus les cultures, des familles de cultures, on alterne plus les périodes d'implantation, etc. Et ça aussi, ça joue beaucoup sur la pression maladie et ravageur. Donc c'est une agronomie un peu plus complexe. Et puis du coup, sur les ravageurs, on repose aussi sur un équilibre naturel qui se fait entre les auxiliaires et les ravageurs. Alors ça explique quand même que des rendements soient inférieurs de moitié, en tout cas pour les céréales et les grandes cultures. Comment est-ce qu'on bâtit un équilibre économique en prenant en compte cette nouvelle donne on était une exploitation qui était calibrée pour un certain volume de céréales par exemple. Les volumes sont 2 fois moindres. Comment est-ce qu'on bâtit un équilibre économique, parce qu'une agriculture durable, ça veut dire aussi une agriculture qui tient debout économiquement. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'en agriculture bio, c'est un peu comme en agriculture conventionnelle, on va avoir des cultures qui sont plus rentables que d'autres. Par contre, la difficulté, c'est qu'on a certaines cultures qu'on va être obligé d'avoir dans le système, comme les légumineuses dont on parlait tout à l'heure, parce qu'elles vont nous apporter la fertilisation, qui sont peut-être moins rentables, mais qu'il faudra quand même avoir dans le système. Donc il faut leur trouver une utilité. Donc voilà, l'idée c'est quand même malgré tout de s'adapter aux débouchés et à la commercialisation qu'on peut, mais c'est aussi de raisonner davantage en résultat économique à l'ensemble de la rotation, donc sur l'ensemble des cultures qu'on va faire sur l'exploitation, plutôt que sur les cultures les plus rentables, parce que si on s'orientait juste sur les cultures les plus rentables, agronomiquement on irait dans le mur assez rapidement. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un raisonnement sur l'ensemble de la rotation et du coup avoir des cultures qui vont être très rentables, mais qui vont compenser les cultures qui sont agronomiquement ou techniquement indispensables pour pouvoir avoir un équilibre économique à la fin. Est-ce que, on peut promouvoir l'idée en France que les modes de culture, les modes de conduite des exploitations ne s'opposent pas aux uns et aux autres, et qu'il y a une place pour tous les types d'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être qu'est-ce que les agricultures s'apportent les unes aux autres? Et par exemple, qu'est-ce que l'agriculture conventionnelle apprend de l'agriculture biologique? Et qu'est-ce que l'agriculture biologique apprend aussi de la technicité de l'agriculture conventionnelle? Comment est-ce que tout ça s'inter-fertilise? Effectivement, il y a de toute façon de la place pour toutes les agricultures aujourd'hui. Voilà, et on a plein de ponts qui peuvent exister entre l'agriculture bio et l'agriculture conventionnelle. Alors c'est vrai que l'agriculture bio a tendance à reposer plus sur des leviers agronomiques, sur de l'agronomie et aussi sur des matériels de désherbage mécanique, etc. Donc là, c'est des choses qui, voilà, les utilisations et les progrès qu'on fait sur le machinisme agricole en termes de désherbage mécanique profitent forcément aussi à l'agriculture conventionnelle dans un objectif de réduction des
des produits phytosanitaires. Et après, on a plein de choses aussi qui viennent de l'agriculture conventionnelle. Je pense notamment à l'utilisation des couverts végétaux en interculture ou des choses comme ça qui sont tout à fait applicables en agriculture bio et sur lesquelles les progrès qu'on peut avoir dans le système conventionnel peuvent aussi aider l'agriculture biologique. De toute façon, la réflexion sur le sol, la préservation du sol, c'est une préoccupation commune à toutes les modes de conduite. Et tout à fait. De toute façon, effectivement, le sol reste le substrat qui permet de produire, et qu'on soit en agriculture bio ou en agriculture conventionnelle. Souvent, les erreurs pardonnent moins en agriculture biologique, donc on est d'office obligé de s'en préoccuper plus facilement, de manière plus importante, mais c'est vrai que ça reste la base de la production, qu'on soit en conventionnel ou en bio. C'est une agriculture qui nécessite aussi plus de main d'œuvre, ça explique son coût de production un peu plus élevé. Alors, 2 questions en une. La première, c'est est-ce qu'il est facile aujourd'hui de trouver de la main d'œuvre ? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est dans cette agriculture qui nécessite beaucoup d'investissement, vous l'avez dit, comment est-ce qu'on peut faciliter la transition et qu'est-ce qu'il faudrait peut-être plus accompagner ou en tout cas plus prendre en compte dans les politiques publiques ? Alors effectivement, sur la main-d'œuvre, ça dépend un petit peu des systèmes en termes de besoins en main-d'œuvre. Ce qu'on constate surtout, c'est que souvent, c'est pas la même organisation du travail et pas la même répartition du travail au fil de l'année. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on est sur des cultures qui sont un peu on va dire gourmandes en main-d'œuvre, notamment pour le désherbage, là, on a besoin de faire appel souvent à de la main-d'œuvre extérieure. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver cette main-d'œuvre, en tout cas chez nous dans la région. Donc ça c'est pour l'aspect main d'œuvre. Et sur les investissements matériels, c'est vrai qu'aujourd'hui on a des aides aux investissements qui sont souvent majorées pour les agriculteurs biologiques et qui permettent quand même de prendre en charge une partie des investissements en matériel de désherbage mécanique. De la même manière qu'on y a aussi des aides pour la période de conversion qui reste une période compliquée, quoi. Lorsqu'on a préparé cet entretien hier, vous m'avez dit il y a 2 démarches différentes. Il y a des agriculteurs qui sont déjà là, qui veulent faire passer leur exploitation en culture biologique, et puis en conduite biologique, pardon. Et puis il y a les nouveaux arrivants. Alors ce sont 2 philosophies différentes finalement d'arriver à l'agriculture biologique. Alors effectivement, nous, ce qu'on constate en Île-de-France, où les 2 productions principales, c'est les grandes cultures et le maraîchage. En grande culture, on a essentiellement ce qu'on appelle des conversions, c'est-à-dire des exploitants qui sont en place et qui décident de passer d'un système conventionnel à un système bio. Et puis en maraîchage, on est davantage sur des installations, donc des structures qui sont créées de toutes pièces, souvent avec des porteurs de projets qui sont pas issus du milieu agricole. Voilà. Et donc du coup, c'est des démarches assez différentes et qui du coup n'impliquent pas tout à fait les mêmes démarches dans l'installation. Ce sera ma dernière question. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que vous faites vous en tant que technicienne du terrain pour éviter les désillusions, c'est-à-dire les projets qui finalement finissent par achoper ou qui se révèlent difficiles à gérer? Comment est-ce qu'on fait? C'est beaucoup d'anticipation? Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment le travail qu'on a à faire en amont du passage en bio des agriculteurs. C'est vraiment de leur expliquer les contraintes du système, qu'est-ce qu'ils vont devoir mettre en œuvre. C'est aussi, nous, dans notre travail, quand on les rencontre, de sentir s'il y a un point qui peut être un petit peu bloquant dans le passage en bio. Et de bien les alerter sur ce qui marche et ce qui marche pas. De manière à ce qu'ils aillent pas dans le mur, entre guillemets, et qu'ils passent pas en bio à tout prix si le système ne fonctionne pas. Donc l'idée, c'est vraiment une anticipation et de bien qu'ils se rendent compte de ce que ce sera de passer en bio. Donc ils rencontrent beaucoup d'agriculteurs. Souvent on leur recommande de rencontrer d'autres agriculteurs bio pour qu'ils voient les différents systèmes qui existent et qui parlent des contraintes du système. Voilà, parce que ça demande quand même, c'est un vrai changement dans le système et donc on l'a compris, beaucoup de technicité. Voilà, merci beaucoup Charlotte Glachant, c'était passionnant d'être comme ça au ras du terrain pour bien comprendre comment les choses marchent. Tout au long de cette interview, Olivier Samson, qui est derrière nous, a dessiné ce que nous nous sommes dit. Vous pourrez retrouver ces dessins sur le site de Village Semences dans quelques jours. C'est une façon de raconter notre conversation vraiment très intéressante. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Merci à tous. Je vous retrouve demain à la même heure pour une autre interview. On parlera d'installation et on parlera de carbone parce que l'agriculture, ce sont aussi des solutions pour gérer les émissions de carbone. Bonne journée à tous et à bientôt sur Village Semences.